Bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Et moi, Kim Provencher. Aujourd'hui, on close cette belle saison-là avec un sujet qui est super important. On va terminer la saison avec la santé mentale, un gros sujet, parce qu'on aurait pu réellement faire des épisodes entièrement sur la santé mentale. Aujourd'hui, on va l'effleurer, on va parler de différentes problématiques, mais aussi des signes, quand est-ce qu'on doit consulter, mais aussi des professionnels, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent nous aider dans cette problématique-là. Absolument. Vous allez ressortir avec des outils, quoi faire pour améliorer notre santé mentale, comme tu as nommé, des signaux quand consulter, puis à qui consulter, puis comment consulter. On va en parler. Jean-Philippe Roberge, qui est infirmier praticien spécialisé en santé mentale. Et oui, il y a des IPS même en santé mentale qui est venu nous parler, en fait, de son expertise, de sa pratique, puis il vient nous donner des conseils. Alors, j'espère que ce sera une belle discussion. Bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Jean-Philippe. Bonjour. Bienvenue à Info IPS. Merci. Jean-Philippe, tu es infirmier praticien spécialisé en santé mentale. Oui. Félicitations. Merci. Avant qu'on rentre dans le rôle de l'IPS en santé mentale, parle-nous un peu de ton parcours infirmier. J'ai commencé avec un DEC en soins infirmiers. Ça fait un petit bout de temps déjà. Puis j'ai commencé à travailler tout de suite après le DEC comme infirmier. Puis dès mes débuts, c'était en soins infirmiers en santé mentale. Fait que ça fait plus de 19 ans que je fais de la santé mentale. À travers le DEC, le bac, puis 2 maîtrises, j'ai fait que de la santé mentale à l'interne, des soins intensifs psychiatriques, des soins dans la communauté. J'ai travaillé un peu au privé aussi pour des pharmaceutiques, toujours en psychiatrie, en santé mentale. Puis j'ai fini en 2019 mon cours d'IPS en santé mentale. Ça fait depuis ce temps-là, en fait, 2020, que je suis infirmier praticien spécialisé en santé mentale ou IPSSM pour le programme des premiers épisodes psychotiques à Lévis. À Lévis, excellent. Alors là, la question qui tue, qu'est-ce que ça fait un infirmier praticien en santé mentale? C'est une excellente question. Qu'est-ce que ça fait un infirmier praticien? En santé mentale, en fait, on est habilité à évaluer, diagnostiquer les troubles de santé mentale, puis prescrire les médicaments pour les traiter, faire les suivis médicaux, etc., qui vont avec. Pleinement autonome. Pleinement autonome. Il y a des petites exceptions permis, là, mais ouais. Donc, pas besoin de psychiatre nécessairement pour travailler? Non. Il y a des cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées qui se développent. Puis il y a des infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale qui travaillent là, où il n'y a pas de psychiatre qui travaille avec eux autres. Génial. Merci de prendre le temps de venir parler d'un sujet qui est extrêmement important. On en parle beaucoup dans la vie, on en parle dans nos bureaux, Kim, même dans les rencontres médicales, on va adresser les enjeux de santé mentale. L'objectif aujourd'hui, Jean-Philippe, c'est vraiment aussi, on conclut cette première saison du projet Info IPS dans lequel on a vraiment dressé le portrait de la prévention clinique. On a parlé, c'est quoi la santé physique? C'est quoi le concept de la santé? Puis, on peut pas ne pas parler de la santé mentale. Alors, ça va être une super belle discussion. On commence ça? On commence avec nos fameux vrai ou faux. On y va clairement vrai ou faux. Puis, au courant de l'émission, évidemment, on va avoir les réponses. Fait que juste vrai, juste faux? Exact. Ouais. Parfait. Très simple. Les problèmes de santé mentale touchent tout le monde. Ouais. Je suis en bonne santé physique. Fait que ma santé mentale ira bien. Faux. Faux. Oh, ouais. Les problèmes de santé mentale ne sont pas de vraies maladies. Faux. Oui, c'est dommage qu'il faut encore clarifier ça aujourd'hui, mais on l'adresse. Alors, tous les troubles de santé mentale doivent être traités par des médicaments. Faux. Une saine alimentation et l'exercice physique favorisent une bonne santé mentale.
extrêmement vrai. Non, ben absolument. Je pense que consulter pour un problème de santé mentale, ça veut dire qu'on est faible. Faux. Au contraire. Hein? Au contraire. Un état de santé chronique peut causer des problèmes, en fait, des problèmes physiques, des symptômes physiques. Oui, vrai. Alors, Jean-Philippe, mon moral ne va pas. Je dois absolument consulter un médecin. Une chance que c'est faux. Une chance que tu es là pour... Donc, Jean-Philippe, je serais curieuse de savoir, dans ta pratique, est-ce qu'il y a un mythe? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu entends souvent en lien avec une fausse croyance au niveau de la santé mentale que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Dans les vrais ou faux, il y en avait un là, qui est quand même encore... Malheureusement, il y a encore la peau dure. Là. Consulter, ça va être faible. Demander de l'aide, ça va être faible. Ouais. Ça, c'est... je pense que c'est le pire mythe qui nuit le plus là, à la santé de la population en général. Ce qui attendent trop longtemps avant de consulter, fait que les problèmes s'aggravent. Puis là, ça devient vraiment difficile d'aller traiter, que ce soit avec de la médication, de la psychothérapie. Plus le problème est vieux, entre guillemets, plus qu'il est dur à aller régler. Là. Absolument. Puis souvent au bureau, les gens, je sais pas toi Valérie aussi, mais quand ils viennent nous voir, souvent les gens sont au bout du rouleau. Ouais. Puis on le sait, en fait, on aurait voulu qu'ils viennent nous voir avant. Puis justement, on doit les mettre en arrêt de travail. Ouais. C'est quoi la santé mentale, Jean-Philippe? La santé mentale, jadis, là, c'était défini, là, je ne sais plus c'était en quelle année, là, mais c'était défini comme étant l'absence de trouble mental. Fait qu'avec le temps, ça a évolué. Puis je pense que c'est la même chose aussi pour la santé physique. Là, c'était défini par l'absence de maladie. La santé mentale, dorénavant, on appelle ça la santé mentale positive. Fait que c'est pas le fait d'avoir pas de maladie, c'est le fait d'être stable, d'avoir un bon fonctionnement, d'avoir tout ce qu'il faut. Un bon équilibre, oui. Puis si on a une maladie chronique, mais qui est stable, qui est médicamentée, qu'on n'a pas de symptômes, qu'on a une certaine forme de résilience qui a été apprise, etc., on se considère en bonne santé mentale ou en santé mentale positive. Quand tu parles de la maladie chronique, tu parles de laquelle? Tu parles, par exemple, vraiment d'une maladie chronique comme une anxiété ou tu me parles d'une maladie comme, par exemple, un diabète? Ou Quand on parle en santé physique, oui, ça peut être diabète. En santé mentale, les maladies plus sévères et persistantes qu'on appelle, on parle, par exemple, des schizophrénies ou des troubles bipolaires. C'est des maladies qui vont être là à vie. Fait que quelqu'un peut très bien avoir une bipolarité, vivre avec une bipolarité, puis être extrêmement fonctionnel. Prend sa médication, pas de rechute, pas de manie, pas de dépression. Super fonctionnel, puis à travers les années, a eu de la psychothérapie, de l'aide, etc., puis a développé vraiment des bonnes habiletés. Fait que ça l'amène à être en très bonne santé mentale, malgré le fait qu'il y a un trouble mental. J'aurais envie de te demander la différence entre avoir des symptômes d'un problème, comme des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs, versus avoir un trouble dépressif ou un trouble d'anxiété généralisée. Je pense que c'est pas très bien compris. On va s'identifier avec un trouble, alors on a tous des symptômes. Hein? Moi, quand j'ai fait ma formation, des fois, on lit sur des diagnostics, on dit « Oh mon Dieu, j'ai des traits de ça. Oh, j'ai des traits de ça. Oui. » Là, je sais qu'on parle de deux choses. Il y a la personnalité, mais essentiellement, entre la symptomatologie puis la notion de trouble. En fait, c'est très bien amené, puis tu as raison, on peut parler de traits de personnalité, etc., mais on le parle aussi pour les autres troubles. Fait il y a une certaine sévérité, une atteinte au niveau du fonctionnement qu'on retrouve dans un trouble, qu'on ne retrouvera pas dans des difficultés ou des particularités ou des traits, comme tu dis, à la personnalité. Fait qu'on peut tous avoir une certaine préférence pour... j'aime ça que les choses soient au carré, que la poignée soit très droite, que mes cheveux soient très bien peignés. Ça fait pas de ça un trouble. T'sais, quand ça devient tellement intense que je perds 3 heures par jour à me peigner, là, on tombe dans un trouble. Fait que le bris de fonctionnement, la perte de temps, puis la souffrance aussi qui va avec, parce que s'il n'y a aucune souffrance à travers certaines particularités, ça sert à rien de le détailler comme étant un trouble. Parce que tu parlais de résilience tantôt, puis de capacité à maintenir un équilibre. Donc, on peut avoir des traits de personnalité anxieux, d'avoir une certaine anxiété, mais être capable de fonctionner. Alors que la minute que ça va miner le rendement au travail ou que ça va miner les relations interpersonnelles ou on parle de fonctionnement vital, le sommeil, l'appétit. À ce moment-là, quand on a une atteinte dans ces sphères-là, on tombe dans un
un trouble, donc une problématique qui doit être adressée. Fait que ça, je tenais vraiment d'entrée de jeu à ce qu'on mette ça très clair pour les gens, pour faire la différence puis de ne pas se culpabiliser non plus. Là, on vit du stress dans la vie. Parlons-en rapidement du stress. Oui. Le stress et l'anxiété, c'est-tu la même affaire? C'est pas la même chose. Le stress, là, un des exemples qu'on utilisait, puis je pense qu'il l'utilise encore là, à l'hôpital de jour psychiatrique, un des exemples qu'on utilise, c'est l'ours des cavernes. Fait que peut-être que vous l'avez déjà entendu, là, les ours, mammouth. Là. Fait que notre cerveau, en fait, a une réponse à des stimuli, fait que des choses qui arrivent. Puis il peut avoir une réponse de le cœur s'accélère, etc. Puis c'est correct. En fait, si recule à plusieurs années en arrière, dans le temps de nos ancêtres, puis qu'on vivait dans les cavernes, quand l'ours rentrait dans la caverne, ben, il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas rester là, sinon on n'aurait pas survécu jusqu'à aujourd'hui comme espèce. Fait que le corps mobilisait de l'adrénaline pour qu'on se sauve, qu'on prenne nos jambes à notre cou, ou pour qu'on se batte. Et ça, c'était bien, c'était positif, en fait. On en avait besoin. Pas d'ours qui va rentrer ici aujourd'hui. Non, ça n'arrivera pas. Malgré ça, ben, on est devant une caméra, on est devant un micro, puis l'anxiété monte. La fréquence cardiaque augmente, etc. On perd un peu nos idées, on répond un peu à côté, mais il n'y a pas d'ours qui est là. Le processus est le même. Le cerveau ne comprend pas que ce qui arrive, l'espèce de lecture de « je suis en danger » sans qu'il y ait d'ours, que c'est pas la même situation, fait qu'il fait la même chose. Il fait sécréter les mêmes hormones ou les mêmes neurotransmetteurs, l'adrénaline, ce qui fait en sorte que la face vient rouge, on devient stressé, on tremble un peu, on a chaud, on a froid. Fait que ça, c'est de l'anxiété. Puis l'anxiété, quand elle perdure au long cours, c'est-à-dire quand on reste trop longtemps en état élevé de ce stress-là ou de cette espèce de réponse-là très nerveuse, très intense, ben ça l'épuise le cerveau, ça l'épuise le corps. Puis c'est là qu'on détermine que ça devient un trouble. Donc, un stress, ça serait plus dans le volet aigu. Donc là et maintenant, je vois un ours, je suis stressée. Puis même le stress, c'est utile. J'en ai besoin. Oui, protecteur. Ben oui. Besoin pour me préparer à mon examen. Il faut que j'aie un petit peu de stress en moi de couler ma session pour me dire ça serait une bonne idée que je commence pas à étudier la veille ou la journée même. Mais l'anxiété est souvent démonisée, puis en fait, elle est utile. Puis on serait pas aujourd'hui où on est comme espèce s'il y avait pas des gens qui avaient un système d'alarme un peu plus aiguisé que d'autres. Là. Les femmes, entre autres, vont avoir une plus grande sensibilité à certaines émotions négatives ou d'avoir, bref, dans le but de protéger les autres. Fait que je pense que c'est juste de savoir comment le gérer. Puis c'est intéressant ce que tu disais, Jean-Philippe, parce que tu parlais de symptômes physiques. Le cœur qui s'accélère, la respiration. Puis on disait dans les vrais ou faux qu'un état de stress chronique, qui pourrait être un peu plus à bas bruit que le grand état de stress, vont mener à des conséquences physiques. Donc, il y a un épuisement au niveau du cerveau, mais il y a un épuisement au niveau des organes aussi qui peuvent se faire. Oui, puis tu sais, quand on a parlé de l'adrénaline tantôt, mais la vraie hormone là, qui gère le stress, etc., c'est le cortisol. Fait que quand on sécrète beaucoup de cortisol, il y a vraiment des changements physiques, métaboliques, là, au niveau du corps, de la gestion des aliments, des graisses, etc. Puis ça peut amener à long terme vraiment des difficultés de santé physique très importantes. Mais le cortisol, c'est anti-inflammatoire. Hein? C'est une hormone donc, ça peut amener des problèmes auto-immuns. Ça peut amener les maladies inflammatoires de l'intestin. Il y a des études qui démontrent que ça pourrait avoir un lien. Donc, je pense que c'est juste d'illustrer ça, mais essentiellement, c'est d'apprendre à le gérer, comme tu disais. C'est pas de pas en avoir parce qu'on est constamment exposé à des situations stressantes, des moments dans notre vie où ça peut être plus difficile. Donc, puis, qu'est-ce qui nous met plus à risque, peut-être, d'avoir des défis de santé mentale? Ce qui nous met plus à risque, peut-être de retourner la question un peu, qu'est-ce qui nous aide, puis qu'est-ce qui nous met à risque en même temps aussi. En fait, qu'est-ce qui va aider, puis c'est son absence qui met à risque. Ce qui aide, c'est d'avoir un bon réseau de soutien, un réseau de soutien familial, social, des hobbies, des activités, une bonne hygiène de vie.
le sport, l'alimentation, sortir dehors, prendre la lumière. Oui. Là, aujourd'hui, on est tout encabané pour les besoins. Mais c'est très néfaste rester sans lumière un bon bout de temps. C'est pour ça que les gens consultent beaucoup au mois d'octobre, novembre, la baisse de la luminosité, etc. Ça a quand même une importance. L'alimentation, il y a beaucoup d'aliments qui sont extrêmement importants. On a des gens qui vont consulter parce qu'ils sont fatigués, faibles. Fait une prise de sang. Nous, la première chose qu'on fait quand on voit un patient, même si on travaille en santé mentale, c'est de se dire, est-ce que c'est physique? Parce que je ne vais pas médicamenter quelque chose qui est physique avec des antidépresseurs. Puis souvent, on va retrouver des choses de santé physique. Une anémie, on en voit beaucoup de l'anémie chez les femmes en particulier. Et les madames qui consultent, fatiguées, etc. On fait une formule sanguine complète, on teste le fer, etc. Il revient avec une anémie. Fait que l'alimentation, c'est extrêmement important. Puis cette fatigue-là, même si elle est physique à long terme, comme on disait, ça peut mener à des problématiques de santé mentale et vice-versa. Puis enfin, il y a le soutien psychologique. Fait que demander de l'aide au bon moment. Fait que ça, c'est super important. Puis, des fois, il y a une portion de médicaments. Fait que c'est tous des trucs là, qui aident à avoir une bonne santé mentale. Puis quand on les a pas, on est plus à risque. Oui, on est plus fragile. Là. Exact. Exact. Puis le rôle aussi va être d'exclure. Dans le fond, tu parlais au niveau de l'anémie, mais l'hypothyroïdie, l'apnée du sommeil, à ne pas négliger aussi. Puis, en fait, au niveau de la génétique, jusqu'à quel point il peut avoir un volet génétique par rapport, par exemple, à une dépression, au niveau des problématiques, au niveau de l'anxiété aussi? Il y a des maladies qui sont beaucoup plus génétiques que d'autres. En fait, les troubles bipolaires, les troubles ces maladies-là ont un volet très, très, très génétique. Okay. C'est moins direct pour d'autres troubles. Fait que c'est très spécifique, trouble par trouble. C'est pas parce que quelqu'un est très, très, très anxieux que ses enfants vont tous être anxieux. Par contre, le milieu familial peut amener à... On peut avoir deux parents complètement non anxieux qui ont un milieu familial qui va prédisposer l'enfant à devenir anxieux, même si les parents avaient absolument rien. Et vice-versa. On peut avoir deux parents extrêmement anxieux, l'enfant a un tempérament plutôt aventureux, etc. Fait que c'est plus la rencontre des individus qui va déterminer comment l'enfant va grandir. Oui, parce que le milieu familial, ne veut pas, les enfants, ce sont des éponges aussi. Donc, c'est sûr qu'ils vont le ressentir au niveau de l'anxiété. Les enfants ont tendance à être anxieux aussi. On parle souvent de la dépression, de l'anxiété. Je pense que c'est qu'est-ce qui est un petit peu plus courant. Est-ce que tu veux nous expliquer, ça serait quoi, une dépression? Oui. J'ai jamais réussi à la retrouver, mais il y a une vieille publicité du gouvernement du Québec. Là, peut-être que ça va vous parler ou ça va parler à l'auditoire. Là. On avait une petite fille qui était en trottinette, je pense, quelque chose comme ça. Elle se pète la fiole. Fait qu'elle pleure, j'ai bobo, donc j'ai mal, donc je pleure. Bon, j'ai de la peine. Fait que il y avait un petit garçon... son chien s'était sauvé ou quelque chose comme ça. Je pleure parce que mon chien s'est sauvé. Puis là, il y a un monsieur, je pleure parce que ma femme m'a quitté. Puis là, etc. Puis à un moment donné, le dernier personnage, c'est je pleure. Je pleure, puis je sais pas pourquoi. La dépression, c'est quand même très biologique. Il y a un aspect très neurotransmetteur dans la dépression. Qui sont dans le cerveau. Fait que c'est pour ça, en fait, que les dépressions, quand ils atteignent un certain stade, on veut les traiter avec des antidépresseurs. C'est de la tristesse, c'est de la fatigue, c'est des difficultés de concentration, des idées plus noires, des idées suicidaires, une difficulté, en fait, à avoir du plaisir ou plus du tout de plaisir, même dans les activités qu'on aimait particulièrement. C'est ces symptômes-là, en fait, qu'on va rechercher quand on voit des gens qui arrivent dans le bureau puis qui pleurent, là, ou un collègue IPS ou médecin qui vient nous porter un patient, puis je sais pas quoi faire avec. Il est triste, j'ai essayé des choses, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, on va screener pour la dépression. Donc, ça persiste dans le temps. Ça peut arriver dans une journée, quelques jours, on se sent moins bien, on a de la peine. Donc là, on parle souvent de symptômes qui durent au-delà de 2 semaines. Tu le nommais, il y a un bris de fonctionnement. Il y a un bris de fonctionnement qui est amené par ça, effectivement. Les gens... des fois, ils vont avoir de la misère à faire leurs soins d'hygiène, ils vont moins manger, vont perdre d'appétit, là, justement, ou des fois, c'est le contraire. Oui, en fait, c'est ça. L'hypersomnie ou insomnie, manger plus, manger moins, perdre du poids, gagner beaucoup de poids. Fait que, dépendamment du type de dépression qu'on rencontre, les symptômes peuvent varier un peu, mais oui, il y a un bris de fonctionnement. Puis à un moment donné,
Dans certains cas, on n'a comme pas le choix d'arriver à un arrêt de travail parce que là, il peut y avoir vraiment des erreurs qui se font au travail, puis c'est là qu'on va utiliser les arrêts de travail. Là. OK. Tu parlais d'idées noires versus les idées suicidaires. Comment est-ce que tu interprètes la différence entre les deux? Est-ce que... ou plutôt... Idée noire, c'est plus un terme, je te dirais, qu'on utilise avec la population en général parce que le mot suicide, des fois, ça va beaucoup freiner les gens. Ouais, fait que c'est comme un petit peu... C'est un gros mot. Fait que des fois, c'est comme un petit peu une mise en bouche. Avez-vous eu des idées noires les derniers temps? Ah oui. Puis là, graduellement, on questionne, etc. Puis on va aller en douceur chercher un peu l'information qu'on veut avoir parce que quand les gens se présentent avec des idées suicidaires, c'est quand même quelque chose qu'il faut adresser. Il y a une grande souffrance. On n'en vient pas là pour le plaisir, en guillemets. Là. Fait que quand les gens questionnent, quand les gens arrivent avec ça, on doit questionner vraiment. Il y a une manière. Ton début de question était comment il y a vraiment une manière très structurée d'aller questionner ces choses-là pour être certain de ne pas passer à côté. Là. Mais là où je voulais aller, c'est que on peut avoir des idées passives de mort. Hein? Oui. On arrive à un point où on souffre tellement. Le cerveau, il est bien fait. Il cherche à nous protéger. Puis que cette souffrance-là devient tellement importante qu'on pense à des solutions. Puis cette solution de ne plus y être est là, mais sans nécessairement délibérément vouloir ne plus y être. J'ai une madame d'un certain âge la semaine dernière qui a consulté dans ma pratique privée. Puis c'est ça qu'elle décrivait en fait. Elle disait... Si je pouvais juste être emporté d'une maladie sans rien faire, là, mais ne plus être là demain matin pour me réveiller, je serais mieux. Mais en fait, le message derrière ça, c'est j'ai une grande souffrance maintenant, aidez-moi. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pas franchement suicidaire, mais ça témoigne d'une grande souffrance qui doit être. Ça peut être très bref, hein? Ça peut être des pensées qui arrivent dans notre tête à un moment dans la journée sans que ce soit là, de façon perpétuelle ou à tous les jours. Fait que je pense que c'est d'être à l'affût de ça. Hein? Je pense que ça nous envoie un petit message puis de garder en tête que c'est un signal d'alarme puis de peut-être se poser des questions puis d'en parler. Puis en fait, de comprendre aussi que c'est pas parce qu'en fait, la dépression ne conduit pas forcément à des idées noires ou des idées suicidaires. On peut être en dépression sans avoir ces idées-là aussi. Oui, puis ces idées-là peuvent arriver dans toutes sortes de troubles différents. Ouais. On n'est pas que dans la dépression, mais la dépression, je pensais qu'on l'avait sorti, le DSM, tantôt. Il est là. Il est à quelque part. Oui, il est juste là. Il est là. Fait que, en fait, dans le DSM, qui est le livre un peu qu'on utilise pour les diagnostics en santé mentale, en psychiatrie, on demande un certain nombre de critères. Puis, tu sais, de mémoire vite comme ça, la dépression, je pense que c'est 5 sur 9 critères. Fait que Valérie pourrait avoir les 5 premiers critères, toi les 5 derniers, vous en partagez un seul, les deux, vous avez une dépression qui est complètement différente l'une de l'autre. Fait que oui, des fois il y a des idées suicidaires, des fois il n'y en a pas. Puis ça veut pas dire que c'est pas une dépression, même s'il n'y a pas d'idées suicidaires, ça veut pas dire que ça doit pas être adressé avant que ça s'aggrave, justement. On est dans la dépression, puis Kim et moi, on travaille en première ligne. Évidemment, on adresse la santé mentale pratiquement dans presque toutes les consultations, là. Mais on disait qu'il n'y avait pas forcément un élément qui était déclencheur pour amener un état dépressif. Il y a certaines situations qui peuvent nous mettre plus à risque de faire des dépressions. On parle des maladies chroniques, justement, d'avoir une maladie incurable. Vous avez fait un infarctus aussi. De faire, oui. Ceci dit, on a parlé de dépression. Est-ce qu'on va un peu dans l'anxiété? Ah oui. Des troubles anxieux? Ça serait quoi l'anxiété ou le trouble anxieux? Il y en a tout un chapitre dans le DSM, mais en fait, vous parlez de ce que vous voyez souvent, les raisons de consultation qu'on a régulièrement, c'est, puis probablement que vous aussi, puis à l'urgence, si vous avez fait de l'urgence un peu dans vos vies antérieures ou dans vos stages, on a souvent des gens qui se présentent, puis je fais une crise cardiaque. Oui, c'est vrai ça. Puis là, le cardiologue, il va tout investiguer, puis il n'y a rien. Puis ça fait 8-10 fois qu'il vient à l'urgence pour une crise cardiaque. Il n'y a jamais rien. Fait qu'à un moment donné, il y a une urgentologue qui fait comme, il y a peut-être quelque chose d'anxieux. Puis le monsieur, non, c'est pas anxieux. Fait qu'éventuellement, il va finir par sourire, accepter. Puis là, on évalue, puis il a les symptômes pour ce qu'on appelle une crise de panique. Fait que crise de panique, c'est de l'anxiété qui se manifeste par le corps. Le corps est tanné, il va dire, si tu veux pas m'écouter, parce que dans le fond, tu veux pas accepter que tu as de l'anxiété, je vais te le montrer que tu en as. Puis là,
ça se manifeste par une panoplie de symptômes. C'est extrêmement difficile à vivre parce qu'on a l'impression que le corps lâche. On a l'impression de devenir fou un peu ou qu'on va mourir. De mourir, exact. C'est ce que les gens décrivent. Oui, exactement. C'est vraiment impressionnant. J'ai l'impression de mourir, de manquer d'air, la douleur dans la poitrine. Mais c'est vrai, c'est que les symptômes sont vrais, sont physiques, sont forts. Puis comme professionnel, il faut aller investiguer. On peut pas juste dire, c'est des troubles anxieux ou c'est une crise de panique. Fait que nous, on va investiguer pour être sûr puis exclure le volet cardiaque. Puis c'est correct, en fait, c'est toujours ça qu'il faut faire. Puis nous, quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on veut faire quand il nous parle de douleur, c'est s'assurer que c'est pas une crise cardiaque. Après ça, par contre, une fois que ça n'est pas une crise cardiaque, il faut aller voir c'est quoi. Je suis pas anxieux, je suis pas stressé. Votre corps dit autrement. Fait qu'on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Puis souvent, c'est des gens qui, tu sais, on parlait tantôt, consulter, c'est être faible. Faux, archi faux, mais ça donne ça. Ça donne des gens qui voudront pas aller consulter pour de l'anxiété parce qu'ils ont peur de paraître faibles aux yeux de la société. Puis éventuellement, le corps, il va décider qu'il va les forcer à consulter. Exact. Puis des fois, au début, on est plus jeune, on est capable de tout gérer. À un moment donné, les enfants rentrent là-dedans, le travail rentre là-dedans. Puis des choses qu'on gérait bien, que là, à un moment donné, ça nous rattrape. On n'est plus capable de le gérer correctement. Fait que pour cette personne-là, de se dire, voyons donc, je le gérais avant, c'est niaiseux. Pourquoi là, maintenant? Ouais. Puis souvent, toutes nos... ça peut toucher tout le monde, on l'a nommé, mais les gens qui travaillent, qui s'impliquent, puis s'investissent beaucoup au travail aussi, c'est un red flag. Il faut réaliser que le cerveau nous protège. Il nous envoie des signaux, puis là, de dire qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Faire des choix, effectivement. C'est intéressant la manière que tu en parles, en fait. Puis là, je peux pas vous faire l'exemple parce qu'on a 3 tasses exactement pareil. Mais en fait, disons là, que j'aurais une tasse là, plus petite que la tienne. Okay. Puis les stress qui s'accumulent, en fait, ça peut amener des symptômes qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à une dépression. Pareil. Je suis triste, j'ai plus de plaisir, j'ai plus d'énergie, perte de concentration, etc. Mais c'est des stress qui s'accumulent. Donc, il y a un stresseur identifiable. On appelait ça burn-out, épuisement. Le terme dans le DSM, c'est trouble d'adaptation. Ça peut être avec humeur anxieuse ou humeur dépressive. Ou anxio-dépressive. Ou anxio-dépressive, les deux. Oui. Les deux. Elle est très populaire, celle-là, parce qu'on n'a pas besoin de définir exactement. Les deux. Mais oui, ça peut être les deux. Puis, en fait, ce que c'est une tasse qu'on remplit. Puis la différence entre la tienne et la mienne, bon, on a la même grosseur, mais des fois, la tasse est un petit peu plus grande, un petit peu plus petite. C'est la capacité d'adaptation. Puis l'eau qui rentre dans la tasse, c'est les stresseurs. Si à chaque fois que je suis stressé, on boit, on diminue le liquide. Je vide ma tasse avant d'en remettre, il n'y en aura pas de problème, elle ne va pas déborder. Mais si à chaque fois que je suis stressé, je suis beaucoup trop stressé pour aller vider ma tasse parce que j'ai trop le shake, à chaque fois qu'on la remplit, il y a un petit peu plus de risque que ça déborde. Puis quand ça déborde, c'est les symptômes qui se manifestent. Anxiété, symptômes dépressifs, tristesse, incapacité à remplir notre rôle, des crises de panique, etc. Fait que ça, c'est un autre des troubles quand même très fréquents qu'on rencontre en première ligne autant qu'en spécialité. Souvent, ce que j'explique à mes patients par rapport aux troubles d'adaptation, là, le terme peut faire peur là, parce que, bon, déjà, trouble, les gens, on n'aime pas ça. En fait, ça peut être un continuum. On peut être dans un état de difficulté d'adaptation à une situation qui s'est présentée. On vit un deuil ou on a du harcèlement au travail. Ça peut être une rupture. N'importe quel événement qui va venir nous stresser. Il y en a qui sont trop multiples, les stresseurs, là. Mais ce que j'explique, c'est que si j'enlevais cette situation-là, comment est-ce que vous vous sentireriez? T'sais, si l'harcèlement au travail se terminait ou vous étiez plus dans votre milieu de travail, ça irait bien. Bien, ça, pour moi, c'est rassurant dans un sens. C'est exactement la définition du trouble d'adaptation. Puis c'est vraiment une super bonne question que tu leur poses. En fait, je la pose aussi. Puis on peut tester le trouble d'adaptation. T'sais, mettons qu'on identifie que le stresseur, c'est le travail. Et si on donne un arrêt de travail de quelques jours, la personne, tant que l'arrêt de travail est en cours, elle va extrêmement bien. Puis la veille du retour, les symptômes reviennent parce que là, il y a une crainte à retourner au travail, etc. Fait que là, il y a des choix à faire. Oui, il y a des choix à faire. Si on n'est pas bien dans son emploi, etc., que ça nous rend mal à ce point-là, des fois, il y a des choix non faits. Il y a des choses qu'on ne s'avoue pas par rapport à notre carrière, notre travail. On parle de travail, mais ça peut être la famille, ça peut être les relations. Tu parlais d'une rupture amoureuse, etc.
travail, rupture amoureuse ou conflit au niveau du couple, c'est souvent les raisons principales. Le stress financier aussi. Oui, stress financier, effectivement. Ouais. Tantôt, Jean-Philippe, tu parlais du classique, là, monsieur qui pensait qu'il faisait une crise du cœur, puis que finalement, il y avait de l'anxiété. Puis tu nommais là, qu'il fallait un peu percer cette carapace-là. Mais ça prend du temps faire ça. Hein, ouais. Dans le réseau actuel ou dans les consultations qui peuvent être brèves, est-ce que c'est quelque chose que vous, comme IPS en santé mentale, vous avez l'opportunité de faire ça, plus de temps? Oui, on a la chance d'avoir une clientèle moins nombreuse, en fait, pour pouvoir leur adresser plus de temps. Sauf que, faut consulter le bon professionnel aussi. Ouais. Un IPS en santé mentale, ça peut avoir une panoplie de clientèle. Un trouble d'adaptation, bien que ça peut être super souffrant, ça peut être traité par d'autres intervenants. Puis, on a souvent tendance à aller vers le médical pour ce qu'on appelle des troubles, alors que il y a tout l'aspect psychosocial qui est présent. Puis, le gouvernement a engagé vraiment des grandes sommes d'argent dans les dernières années pour augmenter l'aide à ce niveau-là, l'accessibilité à la population. Puis c'est vraiment une bonne chose que d'aller consulter à la bonne porte. Oui, le médecin peut nous aider. Oui, l'IPS PL, l'IPS SM peuvent nous aider. Mais des fois, il faut y aller. C'est un peu une consultation en escalier. Fait qu'il faut commencer par la première marche. Mais comme un problème musculo-squelettique, là, j'ai une entorse ou j'ai mal au genou, avant d'aller dans le bureau de l'IPS ou du bureau du médecin, il y a un physiothérapeute, il y a un ostéopathe, il y a d'autres professionnels qui peuvent venir nous évaluer, qui sont souvent beaucoup plus experts que nous. En fait, pas souvent, sont plus experts que nous pour faire l'évaluation. Puis si eux jugent que c'est nécessaire, ils vont nous référer. Même chose en santé mentale. Donc, qui est-ce que les gens pourraient aller consulter? La porte d'entrée, je vous disais, en escalier. Là. Fait que la porte d'entrée en santé mentale, c'est le CLSC. Mm-hmm. Toujours. Au CLSC, il y a l'accueil, orientation qui va s'efforcer, en fait, d'accueillir les gens dans leurs problématiques, de l'évaluer, puis de voir à qui on envoie ça. Est-ce qu'on peut l'envoyer en service communautaire? Est-ce qu'au contraire, on va faire la psychothérapie, mais individuelle au CLSC, parce qu'il y a des psychologues au CLSC, des psychothérapeutes au CLSC. Est-ce qu'on va faire la psychothérapie ou de la thérapie de groupe? Il y a beaucoup, beaucoup d'offres de groupes qui se font avec les CLSC. Puis des très, très, très bons groupes, là, je réfère régulièrement à eux autres. Bien, en fait, je pense que c'est très, très stigmatisé où les gens sont souvent très frileux d'aller dans des groupes de soutien, alors que dans la littérature, c'est probablement une des interventions les plus bénéfiques. Oui. Donc, c'est sous-estimé, je pense, la plus-value de ça. Tu as raison, puis je pense qu'il y a une mauvaise presse. Hollywood, la télévision, etc., ont vraiment une manière, en psychothérapie, de démontrer les choses de façon très théâtrale. Fait que les groupes... Parfait. Parfait, mais des fois pas tant. Tu sais, les groupes où on se vide les tripes à la table, puis là, on pleure tout le monde en groupe, puis etc. Mais c'est pas tout le temps ça, tu sais, la psychothérapie. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, effectivement. Non, mais on vit dans un monde qu'on doit être parfait. L'image qu'on projette est parfaite. Ça, donc, de dire, je vais aller m'exposer dans un groupe, je vais aller dire que moi, ici, là, je suis anxieuse, puis je dois aller parler de comment je me sens. Je pense que ça demande du courage. Je pense que c'est d'accepter qu'on peut avoir besoin d'aide. Puis c'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on est faible. Au contraire, non. Ça prend du courage. On le nomme. Puis encore là, je pense d'assumer la problématique qu'on vit. Puis ça peut tellement être aidant, même pour les autres qui nous entourent aussi. Oui. Puis c'est pas facile parce qu'en fait, souvent, on va arriver avec... Je suis fatigué, je pleure, j'ai une faiblesse, j'ai de la misère à me lever le matin, etc. Mais avant de réussir à comprendre que c'est anxieux, c'est psychologique, des fois, ça prend vraiment une autre paire de lunettes. Puis c'est déjà tout qu'un pas d'aller franchir cette étape-là, de dire « OK, j'ai une dépression, je fais de l'anxiété, j'ai besoin d'aide. » Puis là, en plus, on me dit « tu vas aller le dire devant un groupe. » Fait qu'effectivement que ça fait peur, puis c'est pas bien reçu, mais il y a vraiment des beaux résultats. Tu as raison de le mentionner. C'est très, très, très payant, un groupe en psychothérapie. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est que vous n'avez aucune obligation au niveau
dans la participation, c'est sûr que dans les premières rencontres, si c'est trop intimidant, vous pouvez être plus dans un mode observateur. Tu sais, on va jamais forcer les gens. Je pense que déjà de se rendre là, c'est un pas immense. Puis ils peuvent ressentir les bénéfices ou juste de se sentir inclus, puis d'écouter, comme tu disais, les témoignages des autres, ça peut être extrêmement bénéfique. Mais ceci dit, on parlait du CLSC avec les différentes ressources, les groupes. Comment est-ce que les gens ils se présentent au CLSC? Comment ça marche? C'est super le fun parce qu'ils ont simplifié il y a quelques années, en fait, la manière d'accéder. 811, option 2. Option 2. OK. Fait que ça, c'est pour l'accueil social, en fait. Les gens vont appeler, puis à ce moment-là, ils vont être référés selon le besoin, etc. Il faut qu'ils s'attendent à devoir parler un peu de leurs problèmes avec la personne qui est au téléphone, mais c'est un intervenant qualifié là, qui va faire l'évaluation. Puis des fois, ils vont demander aux gens de se présenter. Il y a une portion de la population qui a besoin d'avoir un certain contact. Fait que les accueils, parfois, peuvent faire de l'évaluation en personne aussi. On parlait beaucoup des psychologues, mais il y a les travailleurs sociaux, souvent au 811 qui sont présentes, les ergothérapeutes qui ont une belle expertise aussi en santé mentale. Donc, on le reconnaît aujourd'hui, l'attente est longue pour rencontrer un psychologue. Donc, il y a d'autres professionnels de la santé qui peuvent aider. Bon, oui, il y en a une bonne panoplie. Effectivement, ergothérapeute. Moi, j'ai la chance dans mon équipe de premier épisode psychotique, en fait, d'avoir un ergothérapeute. Là, puis j'aimerais ça qu'elle puisse s'impliquer dans tous les dossiers, là, mais... Ouais. Ben, j'ai bénéficié personnellement d'un ergothérapeute en santé mentale dans un épisode de ma vie et ça fait pas très longtemps et je ne connaissais pas leur implication en santé mentale. J'ai été tellement impressionnée. Il m'a accompagnée notamment dans l'organisation de mon temps, dans le retour au travail, un accompagnement. C'est vraiment impressionnant. Je pense que c'est une branche du système qui gagne à être connue. Puis au public, c'est peut-être plus difficile. C'est plus difficile. En fait, au privé, peut-être? Au privé, non, c'est le contraire. Okay. En fait, au privé, c'est ça que j'allais dire. Au privé, il y a plusieurs compagnies d'assurance. Là, je les nommerai pas parce que j'ai peur de me tromper lesquels, là. Mais il y a plusieurs compagnies d'assurance pour les retours au travail qui vont utiliser des ergo-kin, des ergothérapeutes kinésiologues qui sont spécialisés en santé mentale. Tu sais, en fait, l'ergothérapeute, là, pour le commun des mortels, c'est quelqu'un qui adapte un peu, qui va évaluer le milieu puis qui va adapter le milieu aux nouvelles difficultés de la personne, etc., ou aux capacités. Mm-hmm. Fait qu'un ergo-kin, c'est quelqu'un qui va aider à retourner au travail après une absence au travail, puis à remettre dans une tâche. Si la personne, par exemple, a une commotion cérébrale, les écrans, ça marche pas, vous comprendrez que les premiers temps, on va pas y faire de l'écran. Fait que, puis c'est à chaque fois que j'ai fait un retour au travail avec une de ces professionnels-là, ça a toujours été super. Là. Fait que quand on le peut, on le recommande, mais on l'a pas tout le temps. Parce que Jean-Philippe, quand on met des gens en arrêt de travail, on parle rapidement du retour au travail. Hein? Oui. Je pense que ça, c'est important de le mentionner. L'arrêt de travail est là pour atténuer une souffrance, de rétablir les fonctions de base. Mais rapidement, on va, dépendamment des cas, là, mais dans la majeure partie du temps, on veut déjà prévoir ça. Oui, puis même en psychose, tu sais, c'est quand même un des troubles les plus sévères là, qu'il y a au niveau de la santé mentale, les psychoses. Même en psychose, c'est recommandé de retourner très rapidement à l'étude ou au travail, pas à temps plein, mais au moins de retourner dans un rôle positif, pas rester à la maison. Puis il y a plein de fonctions exécutives qui s'allument quand on va travailler, quand on va étudier. Puis c'est extrêmement payant pour le rétablissement. Fait que c'est vraiment super important là, d'y retourner, même si c'est pas à temps plein, ne serait-ce que très progressivement, pour donner une chance. Le cerveau, c'est comme un muscle un peu. Si on le pratique pas du tout, si on fait rien à la maison, on fait du Netflix 18 heures, on dort 6 heures, le muscle va s'affaisser, puis ça va être extrêmement difficile de retourner après ça en un rôle productif. Fait qu'il faut l'entretenir, puis un retour au travail, ne serait-ce que très progressif, mais c'est une très bonne manière de le faire. Puis les ergos, ils ont souvent des bonnes façons de retourner. Moi, j'en ai souvent plein d'ergos qui vont me proposer des plans. Mm-hmm. Honnêtement, souvent, je l'accepte parce que c'est vraiment un beau plan de retour. Fait que c'est de ne pas penser que les ergos ont juste des bureaux. Là. Non. Ils vont au-delà de ça aussi. Tantôt, on a parlé de la dépression, on a parlé de l'anxiété. Veux-tu qu'on parle un petit peu le trouble bipolaire, le trouble de personnalité, brièvement? Oui, on peut. En fait, c'est deux troubles qui se ressemblent un peu dans la présentation, mais qui sont complètement différents. C'est deux troubles
quand même plus rares un petit peu aussi. Fait que faut quand même faire attention quand on les adresse. Les troubles de personnalité, troubles de personnalité limite, là, qu'on entend beaucoup parler, qui est très stigmatisé. Malheureusement, en fait, c'est un peu une expression d'une souffrance là, qui a été vécue par le passé, des traumatismes souvent qui ont été vécus. C'est des gens qui vont avoir une grande sensibilité à un petit peu tout ce qui les entoure, réagir plus fort que la moyenne, vont ressentir plus fort les émotions aussi, vont avoir une espèce de sentiment de vide intérieur. Puis, ce qui va un peu faire en sorte que des fois, on a des consultations pour un trouble bipolaire, puis on se rend compte que c'est pas ça, c'est un trouble de personnalité limite. On va avoir une labilité de l'humeur. Ils vont avoir des highs, entre guillemets, mais c'est pas des vrais highs, puis ils vont avoir des downs, puis c'est pas des vrais downs. Les highs, en fait, ils vont être très, très, très heureuses, très heureux, puis rapidement, dans la même heure, vont tomber dans une grande tristesse, une colère, une explosivité, etc. Ça fait partie du trouble de la personnalité limite. Les gens qui ont un trouble bipolaire, ben, c'est plus long un peu les cours. Les anciens maniaco-dépressifs. Oui. En fait, le terme a encore changé. On appelle ça trouble bipolaire. Avant, on disait maladie affective bipolaire. C'est trouble bipolaire. Puis avant, c'était maniaco-dépressif. Le DSM a changé tellement de fois que les noms ont changé aussi. Fait qu'on se perd un peu. Mais c'est la maladie des highs et des downs, fait que des manies et des dépressions. Il en existe plusieurs sortes de maladies bipolaires, là, mais les types 1 qu'on appelle, fait que les troubles bipolaires de type 1 vont faire des manies. Accélération de la pensée, de la parole, de la communicabilité. Ils vont parler vite, ils vont bouger beaucoup. Les idées de grandeur. Les idées de grandeur. Des fois, vont avoir l'impression, avec ces idées-là, qu'ils sont investis d'une mission, de pouvoir, etc., vont faire beaucoup de dépenses, dormir moins, vont être plus impulsifs, vont avoir des conduites un peu à risque. Mm-hmm. Puis ça dure quelques jours, une semaine, et là, ils épuisent complètement leur cerveau. Les neurotransmetteurs qui ont grugé parce qu'ils ont brûlé trop en accéléré vont dropper, puis là, vont avoir une grosse dépression. C'est des dépressions extrêmement sévères. On en a parlé de la dépression tantôt, mais imaginez-vous. Oui, encore plus. Ouais. Fait que c'est très difficile à ramener. C'est des dépressions qu'on a beaucoup de difficultés. Merci, c'est super clair. Je reviens, on parlait de l'accès. Donc, les CLSC, on a parlé des ergots, on a parlé des IPS en santé mentale. Il y a les programmes d'aide aux employés. Je pense qu'il faudrait aussi sensibiliser les gens. Malheureusement, des fois, dans mon bureau, j'en parle, puis ils sont comme « Ah oui, j'avais pas pensé ». Fait que, tu sais, de peut-être rappeler aux gens qui bénéficient d'un système d'assurance collective, qui ont peux-tu en parler un petit peu du programme? Oui, ben, c'est très variable d'une assurance collective 100%. À une autre. Même des fois, les gens n'ont pas d'assurance collective, mais l'employeur paye quelque chose. Ah oui, t'as raison. Fait que faut s'informer à savoir qu'est-ce qu'on a dans notre milieu de travail. Souvent, les PAE ou programmes d'aide aux employés, ça va être la thérapie brève ou systémique. Fait que c'est de l'approche orientée vers les solutions, des choses comme ça. Puis c'est une approche qui est extrêmement efficace très rapidement. Fait que c'est super intéressant pour les troubles qui sont légers, qui se règlent quand même bien. L'enjeu qu'il y a, c'est quand on a un trouble plus profond un petit peu, c'est limité. Sauf que le professionnel qui est là, ben quand il se rend compte que c'est ça, ben il va référer à ce moment-là. Il va dire, écoutez, madame... Ils ont 12 séances, mettons. C'est souvent 5, 6. 5, 6, aux alentours de 12, c'est plus le CLSC. OK. 12, c'est plus le CLSC. Puis le CLSC, maintenant, peuvent même extensionner un peu. PAE, c'est souvent 5, 6. Fait qu'on parle vraiment d'une approche brève. Ouais, c'est pas nécessairement des troubles très aigus, mais c'est des troubles qui se règlent bien avec des petits trucs, apprendre à mettre nos limites, etc., se respecter, dire non, s'affirmer, etc. Fait que ça peut aider beaucoup, le PAE, pour ça. Fait que si, par exemple, on pense à un problème un petit peu plus complexe ou qui va être plus long, donc on va aller chercher un intervenant au privé, par exemple un psychologue, comment les gens font pour aller trouver un psychologue? Oui. Là, si on va dans, mettons, un moteur de recherche, Google, pour pas le nommer, là, ou autre, là, mais on tape OPQ. La première chose, au Québec, on est très... Ordre des psychologues du Québec. Ouais, la première recherche, ça va être Ordre des pharmaciens. Fait que c'est le deuxième qu'on prend, Ordre des psychologues. Puis là, à ce moment-là, on est sur le bon site. On clique, je l'ai tellement fait souvent, on clique « Trouver de l'aide ». On va rentrer la raison pour laquelle on cherche un psychologue ou un psychothérapeute.
notre âge, adulte, adolescent. Puis après ça, on va avoir les options. Puis là-dedans, dans ces options-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller choisir. C'est la différence entre le privé en psychothérapie puis le public. Là-dedans, on peut aller choisir vraiment le type de psychothérapie qu'on veut dans les options. Fait que là, on va chercher le type de psychothérapie qui nous a été proposé ou sinon, ben, on défile les noms qui sont à proximité parce que c'est trié à proximité, puis il y en a quand même beaucoup. Puis on regarde leur pédigree. Parce que c'est comme un peu un curriculum vitae qu'ils vont mettre au complet. Il y en a qui ont des formations, par exemple, en deuil ou en troubles alimentaires. Fait que je pense que si selon la situation qui vous concerne, vous pouvez raffiner la recherche. Oui. Donc, c'est quand même des démarches qui sont autonomes. Il faut que les gens... c'est quelque chose qui peut être énergivore. Comment on sait si on a le bon ou que la thérapie fonctionne? C'est quoi la psychothérapie? Psychothérapie, tu sais, les applications de rencontres, là, mettons, Tinder, Facebook Rencontres, etc. Toutes ces applications-là, quand vous allez scroller un peu, vous allez voir le visage de quelqu'un, son petit pédigré, etc. On va sur une date. C'est un petit peu la même chose avec le psychothérapeute. Vous allez scroller sur son CV. On va sur une première date. C'est pas parce que vous allez sur la date avec le psychothérapeute que vous allez le garder. Si vous rentrez dans le bureau, que ça va pas du tout, la première rencontre, la deuxième rencontre, il n'y a aucun lien qui s'établit, il faut passer au suivant. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'après quelques rencontres où on essaye d'établir un lien de confiance, on commence à faire du rentre-dedans. C'est-à-dire, comme un peu une plaie qu'on veut nettoyer, on va débrider la plaie, ça fait mal. Fait que le psychothérapeute va adresser des enjeux, en fait, d'où partent les problèmes. Puis ça, si on fait ça avec quelqu'un avec qui on n'a pas créé un lien de confiance, ben on stagne, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est pas agréable pour la personne qui, elle, paye, parce que là, on est au privé. Puis c'est pas agréable pour le psychothérapeute qui, lui, il veut bien faire, il veut bien faire, puis ça avance pas. Fait que, une bonne psychothérapie, il faut qu'il y ait un lien de confiance, ou un coup de foudre, si on veut, dans les deux premiers rendez-vous pour qu'après ça, le travail puisse s'enclencher. Et après, ça va mal. Parce qu'en fait, au début, ça va bien, on a le lien de confiance établi, revient à la maison, « Hey chérie, il faut que je te parle de mon psychologue, ça va super bien, il est super fin. » Puis troisième rencontre, « Je comprends pas ce qui se passe, ça va mal. » C'est normal, on est en train d'aller adresser les enjeux, puis « Il m'a parlé de ma mère. » Fait que là, ça va mal, puis etc. Fait qu'on adresse les enjeux qui sont souffrants, on rouvre des vieilles plaies, en fait, que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas du tout vu. Ou qu'on savait pas qu'on avait. On savait pas, ils étaient dans l'angle mort, on les a jamais vus venir. Puis là, tout d'un coup, ce psychothérapeute-là, ce psychologue-là, il a réussi à rentrer. Tu sais, le petit monsieur de l'urgence qui voulait pas du tout avouer qu'il avait de l'anxiété, ben finalement, il a réussi à rentrer, puis son père, il a jamais dit « je t'aime », il a jamais été félicité, il a jamais été encouragé. Il n'y a aucun de ses parents qui a jamais été le voir aux pratiques de soccer, etc. Il y a des choses... Quand on roule cette portion-là, quand on vient à la maison, c'est sûr qu'on ne dit pas à notre femme ou à notre mère « Ça a bien été aujourd'hui. » On vient, on a le mascara qui est coulé, on a les yeux tout rouges, puis ça va mal. Mais ça va pas mal longtemps, en fait, graduellement. On va retravailler ces aspects-là, puis la personne va aller de mieux en mieux. Oui, c'est un cheminement, c'est pas fait du jour au lendemain. Ça prend du temps. C'est long. Puis c'est un beau cadeau que les gens s'offrent. On n'est pas obligé d'avoir des difficultés pour aller consulter. Je pense que c'est d'avoir un œil externe, un œil neutre sur des enjeux qu'on peut vivre dans notre vie. Tantôt, tu disais, on va sur une date. Par expérience, moi, j'ai eu des rencontres brèves de 15 minutes qui étaient sans frais avec des psychologues, justement, pour initier un premier contact. C'est sûr que c'est vite, là. Ouais. Mais tu sais, de rassurer les gens que c'est pas toujours une rencontre qu'il faut qu'ils défraient nécessairement. Avant qu'on wrap up, en fait, si je peux me permettre, on peut revenir sur peut-être des signaux d'alarme. Quand est-ce qu'on doit consulter? Oui. OK. Les signaux d'alarme, en fait, des fois, on le voit, des fois, on le voit pas. Fait que notre entourage, c'est important aussi, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Des fois, on va avoir comme des appels. Écoutez, j'appelle pour mon fils, j'appelle pour ma fille. Elle va pas bien. Il dit comme le monsieur, là, je suis pas anxieux et j'ai rien, mais moi, je le vois, il va pas bien, je le reconnais pas. Quand on entend ces mots-là, je ne reconnais pas mon mari, je ne reconnais pas mon fils, mon conjoint, ma fille, c'est un signe extérieur qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on a un bris de fonctionnement,
je vais travailler, je veux plus aller travailler. Tu sais, la personne n'a jamais calé malade de sa vie, puis tout d'un coup, ça fait 5 fois dans le dernier mois qu'il manque une journée. Quand il y a des changements un peu drastiques aux habitudes de vie, c'est des signaux d'alarme. Le sommeil, c'est la première chose qui débarque quand il y a quelque chose qui va moins bien, autant en santé physique qu'en santé mentale. C'est extrêmement important de le protéger, mais quand ça va moins bien, c'est important aussi d'adresser pourquoi ça va moins bien. C'est peut-être juste le matelas qu'il faut changer, mais des fois, c'est pas ça. Fait que des fois, je suis stressé au travail, la compagnie va fermer parce que les États-Unis, etc. Fait que il faut adresser qu'est-ce qu'il y a derrière ça. C'est un début. Quand que le sommeil commence à débarquer, c'est un début de quelque chose. Fait qu'on veut aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Le sommeil, on le demande souvent, dormez-vous bien? Puis les gens vont dire, non, je me réveille en plein milieu de la nuit, mais je ne sais pas pourquoi, après coup. Puis j'avais lu dans un livre qui disait, tu te réveilles, écris-le donc. Pourquoi tu t'es réveillé? Écris-le. Souvent, tu vas t'en rappeler pourquoi que tu t'es réveillé. Puis finalement, il y a vraiment quelque chose qui les angoisse, qui les perturbe, qui les rend tristes, qui vient justement déranger ce sommeil-là aussi. Fait en même temps, on parlait d'équilibre, hein? On en parle tout le temps de nos fondations, le sommeil, nos habitudes de vie. Parlons-en un petit peu des habitudes de vie parce qu'il y a un volet réellement protecteur aussi. Oui. Bien, on en a parlé un petit peu tantôt, mais on utilise souvent l'espèce de pointe de tarte, médicaments, suivi psychosocial, soutien familial, les amis, etc. Puis l'hygiène. Les habitudes de vie, l'hygiène, c'est extrêmement important. En fait, c'est en dehors de la médication, c'est une des choses là, qui va être extrêmement payant. Puis même dans les gens qui sont très déprimés, puis chez qui on a dû faire un arrêt de travail, introduire une médication, une des premières choses qu'on va leur demander, c'est de s'activer. Il y a une panoplie d'interventions, l'activation comportementale, qui vise à faire des choses. Même si c'est des choses qui ne me tentent pas, ça vise à faire des choses. Fait que, pour réhabituer le cerveau, le corps à devenir productif, puis graduellement, ça fait du bien d'accomplir des choses au fil de la journée. Absolument. Fait que c'est ça, c'est extrêmement payant de toutes ces activités-là qui nous font sortir de la maison, qui nous font sortir de notre routine, qui nous font sortir de notre tête aussi. Oui, ça fait partie de la thérapie parce qu'une médication ne soigne pas tout. Au même titre que mon diabète qui mange plein de gâteaux, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est d'avoir, oui, peut-être qu'on va être rendu à la médication pour un traitement, mais qu'on va prescrire aussi beaucoup les habitudes de vie, l'activité physique. Puis je lisais dans un livre que la respiration diaphragmatique, donc la respiration abdominale, pouvait diminuer jusqu'à 20% l'anxiété et le stress qu'on va avoir, qu'on va percevoir. Oui, en fait, il y a plusieurs formes de thérapie, mais il y a un volet là, de thérapie cognitive comportementale ou les TCC, troisième vague, puis dans cette famille-là, il y a la pleine conscience, yoga, il y a respiration, etc., centré sur la visualisation, sur les expériences dans le trait être. Fait que vraiment dans le ramener à mes sensations intérieures et non pas mes pensées, puis ralentir. Parce que quand je m'assois sur un banc de parc puis je regarde, mettons, les oiseaux, la nature, etc., je suis pas en train de penser à tout ce que j'ai à faire, mes devoirs, mon étude, mon travail. Puis ça me permet de me recentrer. Toutes ces interventions-là sont extrêmement productives au niveau de lâcher prise, réduire l'anxiété, le stress, etc. C'est vraiment une bonne manière, la respiration, contrôler notre respiration, etc., c'est vraiment une bonne manière de prendre une pause. Puis après ça, il y a tout le autour là, qui va aider un peu plus long terme. Là. Moi, j'aurais envie de sensibiliser les gens aux stratégies. Là, on parle des stratégies qui favorisent un bien-être, mais d'être à l'affût de nos stratégies qu'on a nous-mêmes à éviter. L'évitement est une forme de stratégie qu'on a pour réduire de l'anxiété. On peut se dissocier en écoutant des épisodes sans cesse. Oui. La nourriture peut être une forme d'évitement. De faire le ménage devient soudainement très attractif dans des situations où on veut procrastiner, une situation qui est plus angoissante, mais ça perpétue le problème, puis ça augmente l'anxiété à la prochaine fois qu'il faut que tu te mettes à la tâche. Fait que j'invite les gens à peut-être se poser la question, des fois, quand on manque de motivation ou on bifurque sur autre chose, peut-être, c'est quoi qui est en dessous de ça? Hein? Qu'est-ce qu'on veut pas faire ou qu'est-ce qu'on veut pas adresser? Parce que
le but de ça, c'est que ça amène une souffrance. Tu sais, je veux dire, il y a un cumul qui se fait à un moment donné. Puis au niveau de la respiration, Kim, je trouve ça super important que tu en parles parce que faut comprendre, on parlait de physique tantôt, là, puis de situation. Tu sais, quand on est dans un fight or flight tout le temps ou qu'on est stressé, notre respiration s'accélère et elle est superficielle. Donc, de faire des respirations très, très, très profondes va venir envoyer un message au cerveau qu'on n'est plus en situation on est correct, on est en de combat. Là. Ouais. Donc, il y a non seulement une diminution du stress, mais il y a une diminution de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle. Il y a dans tous les paramètres. Fait que j'invite les gens, tu sais, peut-être à certains moments dans la journée, de prendre 5 grandes respirations. 3 secondes, on inspire, 3 secondes, on expire. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Il y a des applications même qui y a une petite boule qui monte, qui descend. Bien, c'est vraiment bénéfique, puis ça sauve des vies. Ceci dit... Ça peut être payant, ça peut être super payant. Puis il parlait, si ça prend pas de matériel, ça prend pas de temps, on s'installe, on fait nos respirations. Rapidement, Jean-Philippe, on parlait tantôt que la médication n'était pas le seul outil qu'on allait en fait utiliser dans le traitement. Mais ils servent à quoi ces médicaments-là? Puis dans quelle situation on va les utiliser rapidement? La médication, en fait, on va l'utiliser pour des troubles qui sont plus neurologiques. En fait, mais pas neurologiques, mais où ce qu'on a au niveau des neurotransmetteurs dans le cerveau une diminution ou une augmentation de certains neurotransmetteurs. Comme on parle de... On parle de sérotonine, dopamine, noradrénaline, etc. C'est vraiment les trois principaux là, sur lesquels on joue. La sérotonine, c'est un petit peu le neurotransmetteur comme dans la dépression, le principal. C'est un des principaux qui est investigué, puis pour lequel on va donner des antidépresseurs inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine. Fait qu'il y a beaucoup d'antidépresseurs qui vont jouer à ce niveau-là. Quand on a une dépression, fait qu'on disait tantôt, c'est très biologique, neurotransmetteur neurologique. Quand on a une dépression, il y a moins de sérotonine, fait qu'on a besoin d'aller en rajouter un peu au cerveau. Ces médicaments-là vont servir à ça. Donc, on n'est pas plus faible, là, aussi. C'est de dire qu'il y a réellement quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. On disait dans les vrais ou faux, c'est pas une vraie maladie, la santé mentale. Ben, si on dit qu'une maladie, c'est quelque chose de biologique, ben, c'est très biologique parce qu'on a une baisse, justement, d'un neurotransmetteur, puis on doit le corriger avec ce médicament-là. Puis comment on a une baisse comme ça? Ça arrive comment? On le sait-tu? C'est une excellente question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. OK. Non, mais parce que, tu sais, souvent, on essaie de se trouver un verbatim là, pour expliquer aux patients qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, on n'a pas toujours des réponses. Puis, quand tu parlais de la médication, souvent, ce que j'explique, c'est que la médication va permettre à ce qu'il y ait plus de ces neurotransmetteurs-là qui restent disponibles dans le cerveau plutôt que qu'ils soient recapturés. On parlait d'habitudes de vie tantôt, là, évidemment, l'activité physique, l'alimentation. Bien, on dit souvent, notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Je pense que c'est la sérotonine qui, il y a de la sérotonine beaucoup, qui est sécrétée au niveau du système digestif. Donc, on a grand bénéfice à en prendre soin. Mais il y a des habitudes de vie qui sont défavorables pour la santé mentale, peut-être l'alcool. Peux-tu expliquer un petit peu l'effet? Oui, on peut en parler un peu. L'alcool, toute forme de consommation, en fait, peut amener des variations au niveau de nos neurotransmetteurs, au niveau de notre résilience aussi. L'alcool, c'est un dépresseur à la base. Fait que juste déjà de dire ça. Puis un anxiolytique? C'est pas un anxiolytique du tout. Il y en a qui le prennent pour ça. Il y en a qui le prennent pour ça. Il y en a qui le prennent pour dormir aussi. Mais quand on regarde comme faut, en fait, l'alcool, ça amène des troubles de sommeil. Fait que c'est un peu paradoxal, au même titre qu'on va dire que la cigarette, ça calme, mais la cigarette, c'est un stimulant. Ça calme parce que ça empêche le prochain sevrage de cigarette. Exact, oui, c'est ça. C'est un petit peu la même chose avec l'alcool aussi. L'alcool ou tous les dépresseurs qu'on prend à long terme vont amener des difficultés au niveau du cerveau à remonter la pente après. On peut même avoir des troubles dépressifs induits par un dépresseur, alcool, cannabis. Cannabis qui est à la fois un dépresseur et un perturbateur. Fait qu'il peut donner des hallucinations, etc. Puis on en parle de plus en plus chez les jeunes, justement, du cannabis puis du danger là, pour précipiter certaines maladies, comme par exemple les psychoses. Exact. Oui, effectivement. La majorité des jeunes qui arrivent dans mon bureau ont fumé du cannabis. Puis la pire plaie qu'on a ces derniers temps au niveau du cannabis, c'est les wax pens qui vont avoir des taux là, de THC. Là, c'est l'ingrédient comme actif un peu, là, mais qui est aussi l'ingrédient perturbateur dans le cannabis. Très élevés qui peuvent monter jusqu'à 98%. Mettons mes grands-parents, quand ils fumaient du pot,
Ils sont plus là, je peux te dire. Quand ils fumaient du pot, mais je sais même pas. Là, c'est comme une image là, des hippies, mais c'était en bas de 1% là, la quantité. Fait que c'était très faible. Ils fumaient des feuilles, puis il y avait un effet, il était un peu euphorique, puis c'était correct. Mais là, à 98%, ils sont complètement tétanisés, ils sont très hallucinés souvent aussi, puis ils vont effectivement développer là, des problématiques là, qui vont les amener dans mon bureau. Jean-Philippe, je reviens à un peu... j'aurais envie de savoir ce que tu dis à tes patients. Là. Par exemple, on met quelqu'un en arrêt de travail, on est soit en épuisement ou en épisode dépressif. Tu sais, on disait tantôt l'importance de garder une routine, de ne pas faire du Netflix and chill, que ça, c'était vraiment pas optimal pour un rétablissement. Ça serait quoi la routine optimale pour quelqu'un ou qu'est-ce qu'il devrait... sur quoi il devrait se concentrer? Bien, la base des gens partants, c'est de faire des choses, mais l'autre base, c'est qu'on essaye le plus possible de maintenir la routine qu'on avait quand on était au travail. OK. Parce que quand on est au travail, on se lève le matin, on se lave, on fait notre lit, on fait à manger, on déjeune, etc., on fait notre boîte à lunch. Si on est capable de maintenir cette routine-là pendant qu'on est en arrêt de travail, bien, ça devient moins difficile de recommencer à se lever. Parce que si l'arrêt de travail dure 4 semaines, puis je suis 4 semaines à me lever à midi, puis tout d'un coup, mon médecin, mon IPS décide qu'il me retourne au travail parce que là, ça fera. Ben, la première journée que j'ai à me lever à 6 heures le matin alors que je me levais à midi, ça marche déjà pas. Puis quand j'arrive au bureau, ben, je suis brûlé. Mais ça fait 4 semaines que tu es en arrêt de travail, tu aurais dû te reposer. Ben, je pensais que je l'avais fait. Fait que garder une routine, faire des choses. Fait que, tu sais, au travail, on fait des choses. Ben, si on est à la maison, on en a parlé, tu sais, tantôt, du sport, de la lumière, de la bonne alimentation, etc. Marcher, oui. Puis le sport, c'est pas obligé d'être un triathlon par jour. Là. Marcher, c'est excellent. On va dehors, on a de la lumière, on a de l'air, on rencontre des gens. Fait que c'est très important. Parler. Si on est en arrêt de travail parce qu'on est plus dépressif, etc., on est plus anxieux, rester tout seul à la maison, si notre prescripteur, si notre traitant n'a pas prescrit une psychothérapie ou recommandé une psychothérapie ou qu'on n'y a pas encore accès parce qu'il y a du temps d'accès au CLSC, du temps d'accès même au privé, mais on a quand même besoin de parler de nos difficultés à quelqu'un. C'est pour ça que le réseau, des amis, etc., c'est important. Oui. C'est vital, en fait. Puis, je tiens à rassurer les gens, tu sais, en tout cas, de mon humble expérience, quand moi, je mets des gens en arrêt de travail, s'il y a un épuisement important, c'est sûr qu'on favorise le repos et le sommeil en phase aiguë pour ensuite se mettre en action. Tantôt, tu as utilisé un terme que j'adore, là, sur non pas le conditionnement, là. On va couper ça. L'activation comportementale. Oui, c'est ça. Ouais. L'activation comportementale, je trouve ça très intéressant. Fait que en fait, c'est de trouver des choses qui nous font plaisir aussi, hein, je pense, quand donc... Dans les thérapies brèves, on parlait tantôt du PAE et tout ça, qui amène vraiment des solutions à court terme, il y a la partie où on fait plus de plus. C'est un petit peu bébête à dire, mais quand on demande aux gens qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire du bien dans les derniers temps, rien. Je vais porter les enfants au soccer, je reviens avec l'épicerie, je vais rechercher les enfants au karaté, après ça, l'autre au soccer. Après ça, on soupe, les bains, les dodos, je suis épuisé, je me couche, je me relève, je vais au travail, on recommence. Tout ça après une journée de travail. Tout ça après. C'est la deuxième journée de travail, là, tu sais, effectivement. Ouais. Puis on recommence jour après jour, puis rendu à la fin de semaine, ben c'est la même chose, parce que là, les enfants... Ils ont des activités, ils ont des amis. Oui. Fait qu'est-ce que vous avez fait pour vous? Rien. OK, là, ça fait combien de temps? 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai rien fait pour moi. Ben, c'est quoi la solution? Vous faisiez il y a 7 ans. Oui. Fait que là, ben, moi aussi, j'en faisais du soccer. Tu sais, les enfants, ils ont commencé à faire du soccer parce que moi, j'aimais ça, puis je les ai amenés. Mais peut-être qu'on pourrait en faire du soccer. Ah, mais j'ai pas le temps. Il y a un autre terrain à côté où vous voulez faire du coaching, le soccer, etc. Il y a beaucoup de choses. On réinvente pas la roue. Tu sais, les gens ont comme l'impression que c'est très chamanique, là, la psychothérapie. Couche-toi sur le divan, puis parle-moi de ta mère. C'est pas de même, ça marche. Fait qu'en fait, c'est plutôt simple, malgré tout. Puis souvent, on va aller chercher des choses comme ça. On va aller chercher des choses qui faisaient du bien, puis on va en faire plus. Et je ne vais pas faire du soccer 5 fois par semaine. Mais quand vous en faites, ça vous fait du bien? Oui. Pourquoi pas?
peut-être qu'on peut varier un peu, là, mais je comprends. Ça peut être très simple de faire des choses qui nous font du bien. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait en plus, ça prend pas grand-chose pour que ça fasse du bien. Ouais, puis on en parlait tantôt, le multitâche, le fait d'être impliqué dans plein d'affaires ça prédispose beaucoup à l'épuisement aussi. Le fait de jamais être capable de dire non, à un moment donné, ça nous rattrape, puis ça fatigue, c'est épuisant, c'est fatigant, puis à un moment donné, ben là, on est au bout du rouleau. On est dans un monde ultra performant aussi, là. Je pense qu'il faut se sensibiliser à cette réalité-là, puis de se rappeler qu'on n'est pas tenu de tout faire, puis que c'est correct de se prioriser. Jean-Philippe, on a un partenaire spécial, l'Ordre des infirmiers et infirmières qui supporte notre projet et on les remercie grandement. Comme tu sais, la mission de l'Ordre, c'est de protéger le public. Oui. Donc, toi, comme IPS en santé mentale, au quotidien, dans ta pratique, c'est quoi les stratégies, les actions que tu mets en place pour avoir une pratique sécuritaire? Bien, l'Ordre, pour les autres classes d'IPS aussi, je pense que c'est les mêmes règles un petit peu, mais en tout cas, pour les nôtres, je vais parler de ce que je connais. En santé mentale, en fait, on a certaines règles. On traite ce qu'on sait traiter, de la manière qu'on sait le traiter. Puis, le plus possible, on va s'appuyer sur des guides de pratique, des guidelines, etc., qui sont reconnus, pour ne pas le nommer, le CANMAT, entre autres, en santé mentale, qu'on utilise vraiment beaucoup pour la dépression, l'anxiété, les troubles bipolaires. Fait que ces guides de pratique-là amènent une pratique sécuritaire reconnue comme étant efficace. Fait qu'on va les utiliser, on se colle dessus. Quand ça sort un petit peu parce que il n'y a pas des guides de pratique pour tout, mais il faut quand même traiter les patients. Fait que quand ça sort un petit peu de là, on s'est créé en Chaudière-Appalaches, là où je travaille, on s'est créé une communauté de pratique d'IPS en santé mentale. Puis on parle de nos cas complexes. On a des psychiatres qui viennent, des pharmaciens qui viennent aussi sur nos tables de discussion, puis qui vont nous aider. Puis quand ça dépasse, on est vraiment trop loin. On est dans quelque chose de trop spécifique où, tu sais, les IPS en santé mentale, on a des exclusions. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même à notre permis. Mais à ce moment-là, on réfère. Puis, faut pas... C'est extrêmement important d'avoir l'humilité de dire « Je suis pas capable de faire ça ». Tu sais, techniquement, nous, on fait pas de déficience intellectuelle, de diagnostic de déficience intellectuelle. Puis, on fait pas de médico-légal. Mais après ça, on a quand même la porte ouverte à beaucoup de choses. Mais il y a des troubles de santé mentale que moi, j'ai jamais vus, puis avec lesquels je serais très, très, très mal à l'aise, probablement de diagnostiquer quelque chose que j'ai jamais vu, puis de traiter. Fait qu'il y a des DSM quand même épais, là. Vous allez à la version courte, mais le vrai DSM, c'est gros quand même. Il y a beaucoup de stock là-dedans, puis c'est très, très, très important. Puis, s'il y a des collègues qui écoutent, il faut pas hésiter à avoir l'humilité de dire ça dépasse mes compétences, je vais référer à un collègue psychiatre ou autre, là, selon ce qui est disponible. Là. Super. Excellent. On arrivera à nos messages clés. Qu'est-ce qu'on voudrait que nos auditeurs retiennent de cet épisode-là sur la santé mentale? Consulter. En fait, consulter, ça fait pas mal. Au contraire, là, on a dit qu'éventuellement, la psychothérapie peut faire mal, mais c'est pour aller mieux. Fait qu'il faut pas hésiter à consulter. Je pense que les choses importantes à retenir, peut-être quelques numéros de téléphone en bref, en résumé. On a parlé du 811 option 2. C'est super important. C'est la porte d'entrée pour l'accès en santé mentale. Puis, on a parlé un peu des idées suicidaires tantôt. C'est important d'en parler aussi quand on en a. Puis, c'est important d'en parler aux bonnes personnes. Là, avant, il y avait un numéro de téléphone qui était long même. On a de la misère à le retenir. À cette heure, c'est le 988. Fait que 988, c'est adapté pour les jeunes autant que les moins jeunes, mais c'est textable. Ah, c'est ça, on peut texter. Puis texter. Est-ce qu'on peut appeler aussi? On peut appeler. OK. Fait que c'est adapté aux jeunes qui textent, puis c'est adapté aux moins jeunes qui ont besoin, comme moi, de parler au téléphone à quelqu'un. Fait que c'est adapté à ça. Puis, ça fonctionne bien. Moi, j'ai une amie qui était intervenante chez Tel Jeune, puis était au texto. Okay. Puis c'était très, 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 très populaire, vraiment auprès des plus jeunes aussi, mais peut-être même les adultes. Là, des fois, c'est moins engageant de texter que... Oui, des fois, on a la voix qui tremble, ça nous tente pas de parler à quelqu'un en pleurant. Fait que texter, ça peut être super intéressant pour ça. Fait que, consulter, pas hésiter, demander de l'aide. On mord pas. Non, puis je dirais aussi de ne pas attendre d'être rendu à l'arrêt de travail parce qu'on a des petits signaux, on les a nommés tantôt. Les petits signes, on les écoute. Quand ils arrivent, bien là, c'est le moment de consulter toutes sortes de professionnels. Ça peut être le médecin de famille, mais il y en existe d'autres
qui peuvent nous aider avant de se rendre justement à l'arrêt de travail. Oui, parce que quand on adresse très tôt, ça devient moins grave. C'est plus facile à gérer puis à guérir aussi. Oui, ça prend moins de temps. Comme les blessures physiques, hein? Quand on a mal quelque part, puis qu'on continue de jouer, puis après ça, on est comme, ah, merde, il faut que j'arrête longtemps, même affaire. Jean-Philippe, merci. Merci. Ça fait plaisir, Merci d'avoir pris le temps. Merci pour ton travail. Merci pour tout ce que tu fais auprès de tes patients. Puis en espérant que cet épisode-là aura été utile, de peut-être éveiller votre conscience sur des choses qui devraient vous amener à consulter, sur le bien-être qu'on peut avoir en trouvant un équilibre, puis de ne pas se juger si on a vécu une période un peu plus difficile. Alors, d'ici là, prenez soin de vous.